Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Anima Chronique. On va parler d'un film que vous avez peut-être vu sur Netflix parce qu'il est arrivé il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Modest Heroes. C'est parti. Alors Modest Heroes, qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait partie d'un type de film dont on parle pas très souvent, puisqu'il s'agit en fait d'un film omnibus. Un omnibus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de plusieurs courts-métrages qui ensemble font un film complet. Donc souvent les courts-métrages en fait sont faits par des équipes différentes, mais tournent autour finalement d'un thème commun. Donc ici, effectivement, comme le nom du film l'indique, ça va être les héros modestes. Donc d'ailleurs je crois que c'est le nom en français sur Netflix, donc les héros modestes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que plutôt que d'avoir un film qui va durer 1h30, on a ici 3 courts-métrages. Il devait y en avoir 4 à la base, c'est ce qu'il faut savoir. Et le quatrième devait être produit par Isao Takahata du studio Ghibli, qui est malheureusement décédé avant d'avoir pu faire le film. Donc on se retrouve avec 3 films, ce qui fait que la longueur totale du film en souffre un peu, puisque finalement le film va durer à peu près 1 heure je crois. Donc, mais sur Netflix c'est pas trop gênant, parce qu'effectivement c'est le genre de film où payer au cinéma pour aller voir juste 1 heure ça peut paraître un peu court, mais sur Netflix finalement autant profiter que c'est là. Alors le film de quoi il parle? En fait, comme je le disais, il est composé de 3 courts-métrages. Le premier s'appelle Canini et Canino. Et en fait, il s'agit d'une famille d'hommes-poissons, d'hommes-crabes, quelque chose comme ça, qui vivent au fond d'une rivière et dont on va en fait suivre les aventures, puisqu'en fait la mère au début du court-métrage part pour accoucher finalement, parce que c'est un peu comme un mode de vie comme les poissons. Et les enfants restent seuls avec leur père. Malheureusement, suite à un fort courant, le père se retrouve à être emporté, et donc les 2 enfants vont partir à sa recherche pour essayer de le retrouver. Donc, le court-métrage dure une vingtaine de minutes, et en fait ça va être principalement sur un peu l'univers, donc cette espèce de monde au fond d'une rivière, avec donc les créatures qui le peuplent. Donc, notamment on a un poisson, qui pour nous serait pas forcément un animal très effrayant, mais là qui est rendu de manière particulièrement impressionnante, comme vous le verrez si vous regardez le court-métrage. Le point fort du court-métrage, c'est vraiment son animation et son style graphique. Pour ceux qui connaissent, c'est le même réalisateur qui avait fait entre autres Souvenirs de Marnie et plus récemment Marie et la fleur de la sorcière. Donc un ancien du studio Ghibli qui a fondé son propre studio, le studio Ponok, qui est justement le studio qui a lancé le film. Et du coup, qui renouvelle un peu avec le style qu'il a développé déjà dans les autres, donc on est proche d'un style assez Ghibli finalement dans les formes. Mais il a quand même sa patte à lui, et c'est très coloré, donc voilà, assez intéressant à voir. Au niveau de l'histoire, ça reste assez basique, mais c'est quand même agréable à regarder, donc plutôt sympa. Le deuxième court-métrage, il s'agit de La vie ne perdra pas, donc un titre assez énigmatique, et en fait qui va parler d'une histoire assez simple, puisqu'il s'agit d'un petit garçon voilà, qui vit avec sa mère, donc on ne sait pas trop où son père est, et qui est allergique aux œufs. Donc ça peut paraître une histoire pas très intéressante, mais comme c'est un court-métrage finalement, le film arrive à le conduire sur quelque chose d'assez intéressant, et pour un peu voir le quotidien de ce garçon, et voir un peu les défis que ça présente ce genre d'allergie, et de ce qu'il va s'en sortir. Et donc finalement c'est ça qui va le rendre un peu comme un héros du quotidien, voilà. Et on peut aussi voir le côté héros en sa mère, puisque justement elle va devoir essayer de faire attention à ce que son fils ne mange pas d'œufs, puisqu'il fait vraiment des réactions allergiques assez violentes, et donc son quotidien est vraiment de rester tout le temps vigilante, de faire attention, et donc mais en même temps de pas non plus gâcher la vie de son enfant. Donc voilà, un scénario assez simple, mais finalement c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est assez humain finalement comme histoire. Graphiquement c'est très beau, donc c'est un peu, ça reste assez coloré, mais c'est un peu plus stylisé que le premier court-métrage. Donc c'est un style assez sympa, assez unique aussi, donc ça vaut le coup d'œil je pense. Et le troisième court-métrage s'appelle L'Invisible. Donc là c'est sûrement le plus conceptuel des 3. En fait il s'agit un peu du quotidien d'un homme invisible, littéralement. Alors invisible dans le sens où on voit pas sa peau, mais on voit quand même ses vêtements et tout ça. Mais on se rend assez vite compte qu'en fait finalement les autres personnes du monde ne le voient pas. Donc il a beau ses vêtements et par exemple il est sur un scooter, ça a beau tout ça être visible et bouger, en fait les gens ne le voient pas. Donc voilà, on le retrouve sur son lieu de travail, puis après dans différents endroits en fait, puisqu'il a son scooter, donc il va dans un magasin, etc. Mais c'est un jour de tempête, et donc il va lui arriver pas mal de malheurs à cause de ça.
Et là c'est vraiment un film plus subtil, donc il peut paraître assez bizarre au premier abord, parce que l'histoire est un peu entre le fantastique et presque le burlesque parfois, d'une certaine situation. Mais forcément on peut y voir toute une signification un peu symbolique, puisque on a le côté, est-ce que les gens ne le voient pas parce qu'il est invisible, ou est-ce que lui-même se sent invisible, et c'est pour ça que les gens autour de lui ne le voient pas, entre guillemets. Donc c'est un peu sur l'isolation sociale, surtout quand on sait que c'est un des problèmes récurrents au Japon. Et il y a tout ce côté un peu justement dans les grandes villes, particulièrement isolation, où on a beau être entouré par plein d'autres personnes, on se sent un peu invisible aux yeux de tous. Et donc je pense que c'est un peu ce que le film critique. Et donc c'est assez intéressant, et visuellement aussi c'est forcément très impressionnant quand on commence à réfléchir, parce que comme le personnage n'est pas dessiné, tout est suggéré par les vêtements ou par des différents effets, donc ça va être le vent, la pluie. Et donc on se rend compte que c'est quand même très réfléchi pour savoir comment est-ce que tout va se comporter. Et par exemple l'intérieur des vêtements quand il bouge, parce que puisqu'il est invisible on voit aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant au niveau technique aussi. Il faut savoir que les 3 courts-métrages sont liés par une sorte de fil rouge. C'est un peu comme un générique de début et d'intermission entre chaque court-métrage, qui se passe dans une espèce d'univers complètement déjanté, donc de ville à moitié volante ou de cirque. Ça mélange en fait plein d'éléments un peu à gauche à droite. Et même si finalement c'est plus un générique qu'autre chose, c'est quand même assez intéressant. Donc il y a une petite chanson, tout ça. Donc on va dire que ça regroupe un peu tout, et plutôt que d'avoir juste les courts-métrages les uns à la suite des autres, ça apporte un peu un cachet à l'ensemble, et ça en fait un produit plus fini et plus propre. Donc au niveau du contexte, en fait, le film a été fait aussi parce que après Marie la fleur de la sorcière, qui est sorti donc il y a 1 ou 2 ans, le studio a eu un peu de mal à remonter la pente, puisque le film a fait un nombre d'entrées un peu modeste, et même au niveau de la critique c'était un peu mitigé. Et donc du coup ils ont décidé, plutôt que de passer directement sur un autre gros film qui voudrait dire qu'il y a beaucoup d'argent et de moyens qui sont mis en œuvre, ils allaient faire plutôt une série de courts-métrages. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je vais sûrement parler plusieurs fois de séries de courts-métrages comme ça, parce que je trouve que c'est un peu une façon différente d'aborder le cinéma, et ici en l'occurrence le cinéma d'animation. Et c'est un peu un moyen pour les réalisateurs d'expérimenter, de développer des concepts assez courts. Donc c'est un peu le côté voir vraiment ce que le réalisateur veut faire, lui, et pas ce que le studio lui demande de faire. Donc dans l'ensemble c'est plutôt réussi, c'est pas très long, donc même si c'est pas forcément un film qui va changer votre vie, je vous conseille d'y jeter un oeil parce que c'est assez sympa, ça prend pas beaucoup de temps, vous êtes même pas obligé de voir le film en entier, vous pouvez juste voir les courts-métrages séparés. Mais je pense que c'est particulièrement si vous vous intéressez à l'animation et à l'animation japonaise, ce serait dommage de pas en profiter maintenant qu'il est sur Netflix en très bonne qualité. Donc voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil, et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle chronique. Salut!